vivent dans un monde auquel nous n'avons pas accès et qui pourtant nous touche au plus profond. Leurs œuvres regorgent de signes mystérieux qui nous interpellent, nous fascinent et ne demandent qu'à être décryptés. En Amérique, au Japon et en Europe, nous sommes allés à la rencontre de 6 personnes qui ont fait de leur folie un art. January 4, 11, 1825, February 1, 8, 1522, March 1, 8, 1522, 29. Voilà. Pascal Tassini fait des nœuds. Depuis quelque temps déjà, il confectionne des coiffes pour sa future fiancée. Ok. Ne fais pas le nœud trop fort parce qu'après... Oui, c'est ça. Comme ça. Sans pouvoir utiliser le langage verbal, il utilise l'art pour montrer qui il est. Et ça, il y arrive très bien parce que les gens sont interpellés par ses œuvres, posent des questions et finalement arrivent à savoir qui il est sans parler avec lui. Ah, peut-être que c'est dans l'autre sens. Attends, ne bouge pas. Voilà. Oui, c'est mieux ça. Je peux me permettre. Ben, Pascal a été fort imprégné par la culture italienne, sicilienne. Et donc, je pense qu'il a beaucoup fréquenté les églises. Donc, tout le cérémonial autour du mariage est assez important. Tu vois où est-ce qu'elle pouvait aller ? Tout au long de ce film, nous retrouverons Pascal Tassini et sa quête d'une fiancée. Dans ce domaine, il sait se montrer persévérant. Qu'est-ce qu'elle a ? Ça. Ah oui, elle était dressée, effectivement. Oui. Dans tout son travail, il y avait toujours ce côté érigé, quoi. Donc c'est vraiment très important. Il y a des cornes souvent partout. Et ça doit être bien dressé, quoi. Et si ça s'affaisse, ça lui va pas. Mais alors lui, il défait les tensions en voulant chaque fois les redresser. Elle s'affaisse d'autant plus, quoi. Il cherche encore ce moyen de garder les tensions. Ça. C'est un coussin ? Oui, c'est. Un coussin. Yayoi Kusama est fascinée par les points. Depuis son enfance, elle n'arrête pas d'en dessiner, jour après jour. Et elle continue encore aujourd'hui, à 83 ans. Mon grand-père avait une grande plantation. J'y allais tous les jours avec mon carnet et j'y passais beaucoup de temps à dessiner. Mais un jour, les fleurs se sont mises à me parler. Elles m'ont dit « Bonjour, est-ce que tu es heureuse ?» J'ai eu très peur parce qu'elles m'ont parlé en japonais. Je me suis enfuie en courant jusque chez moi et je me suis réfugiée dans un placard. Tout mon corps tremblait tellement j'étais effrayée. Dans son entourage, personne ne s'intéressait à ces étranges manifestations sensorielles, pas même ses parents. Cela poussera Yayoi Kusama à quitter très jeune le Japon pour se rendre à New York. Ces hallucinations étaient là tout le temps, à toute heure du jour et de la nuit, même à New York. Un matin, en me réveillant, j'ai vu la fenêtre recouverte d'un filet. Je me suis approchée de la fenêtre, je l'ai touchée
Et tout d'un coup, le filet a recouvert tout mon corps. J'ai appelé à l'aide et je me suis évanouie. Elle se met alors à peindre des points partout autour d'elle, avec frénésie. Car le seul moyen de mettre fin à son angoisse, c'est de tout recouvrir de points. Elle va jusqu'à dessiner des points sur son propre corps, dans une démarche qu'elle qualifie d'auto-oblitération. Tout comme ses dessins, ses chansons semblent à première vue plutôt joyeuses. En réalité, elle parle d'un profond désespoir et du désir de mort. Les points sont devenus sa marque de fabrique. La pratique artistique m'a beaucoup aidée dans ma vie. J'ai fait de nombreuses tentatives de suicide quand j'étais à New York et j'ai souvent séjourné à l'hôpital. Faire ces dessins m'a secouru sur le plan spirituel. Ses œuvres sont aujourd'hui connues dans le monde entier. Dans sa ville natale, Matsumoto, le musée des beaux-arts est dédié à cet artiste qui est l'une des plus célèbres du Japon. Yayoi Kusama aimerait aller encore plus loin. Son souhait le plus cher, ce serait de couvrir de points la planète tout entière. Quand je serai vieille, malade et mourante, dans 200 ou 500 ans, j'aimerais continuer à dessiner. Et quand je me réincarnerai, j'aimerais encore renaître artiste. Et ainsi de suite. Après le Japon, nous voici à Francfort, en Allemagne. Hans-Jörg Georgi travaille à l'atelier Goldstein. Il y élabore des avions destinés à sauver l'humanité. Très peu de personnes connaissent son grand œuvre. Parmi elles, Christiane Couticchio, qui dirige l'atelier. Ah, c'est vous, ma petite dame? Eh oui, mon grand. Sur quoi tu travailles? Un avion gros porteur à 6 étages. Là, c'est pour transporter la nourriture. En dessous, il y a la piste de bowling et au-dessus, un espace pour les passagers. C'est comme dans un navire de luxe. Devant, un phare anti-brouillard. Et là, c'est le poste de pilotage. Derrière, un réservoir de chaleur. Il aspire de l'air chaud. L'air chaud va dans la centrale et la centrale produit de l'électricité.
Il y a aussi des salles avec des cabines sexuelles où les hommes se retrouvent pour se faire des massages. Des médecins sont là aussi. Ils essayent de lutter contre le sida. Il ne faut utiliser les capotes qu'une seule fois. Ça, c'est sûr. On ne doit pas les utiliser 2 fois pour éviter la contagion. Ce n'est pas évident d'utiliser 2 fois la même capote. Non, il faut s'y connaître un peu. Très souvent, ils réalisent des choses extraordinaires avec des matériaux de récupération. Parce qu'avant de travailler ici, à l'atelier, ces artistes n'avaient jamais eu accès à un vrai matériel de qualité. Finalement, ce manque de ressources n'a fait que mettre en valeur la richesse d'imagination de chacun. Dans l'atelier où travaillait Hans-Jörg, le carton était considéré comme un déchet et il pouvait en prendre autant qu'il voulait. Les avions de Hans-Jörg Georgi ressemblent à des êtres vivants. Certains sourient, d'autres montrent les dents. Est-ce qu'on peut se marier dans cet avion? Oui, bien sûr, on peut se marier dans l'avion. Qui est-ce qui marie les gens? Il y a un prêtre dans l'avion. Un quoi? Un prêtre? Pour marier les gens et baptiser les enfants. Exactement. Il y a une station avec des cabines de baptême. Des cabines de baptême, ok. Et les animaux, ils peuvent monter? Non, ce n'est pas autorisé. Et les fumeurs? Non. Et il y a de l'alcool? Non. Il y a des boissons sans alcool et des sodas, c'est tout. Tu crois que les gens vont vraiment vouloir monter? Pourquoi pas? S'ils n'ont pas le droit de fumer ni de boire, les gens n'auront pas envie de venir. Je ne crois pas que ce soit un problème. La première fois que j'ai rencontré Hans-Jörg, que je l'ai découvert pour ainsi dire, il était dans sa chambre de foyer, assis à sa table, avec la capuche de son gilet rabattue sur la tête, et il était enseveli sous des monceaux de maquettes d'avions. Une fois entré dans la chambre, on ne pouvait pas le voir parce que l'espace était entièrement rempli par ces merveilleuses maquettes d'avions, toutes plus belles les unes que les autres. Hans-Jörg était assis au milieu de tout ça, comme vous le voyez ici, à l'atelier, et il travaillait. C'est un instant que je n'oublierai jamais. C'était une chance inouïe de trouver un artiste comme lui. À l'atelier Créam, à Liège, Pascal Tassini a édifié son petit royaume. Il dépose ses trésors au fond d'une mystérieuse cabane. Avec un peu de chance, on peut voir surgir un objet avant qu'il ne disparaisse à nouveau sous les nœuds. Il y a vraiment une nécessité pour lui de créer et ça donne vraiment un sens, l'art donne un sens à sa vie. Et je le vois vraiment s'épanouir à travers ça et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important pour lui. Avec l'habileté d'un illusionniste, Pascal Tassini noue ses morceaux d'étoffe. Et il serait le plus heureux des hommes s'il ne devait pas partager l'atelier avec les autres. C'est Alain, le plus bruyant de tous, qui l'énerve le plus.
C'est sûr que bon, Pascal prend la vedette, donc il peut y avoir des petites jalousies. Et il a du mal à supporter les bruits. Il est très sensible à ça. Et puis bon, les rivalités aussi. Et puis bon, il y a toutes sortes de choses qui se règlent aussi. Les histoires de cœur qui peuvent l'affecter beaucoup. Ah, encore elle. C'est toujours la même, il insiste. Il ne se décourage pas. Elle, c'est Anne, la nouvelle de l'atelier, celle que tout le monde admire. Y compris Pascal. Oui, il y a une idée de mariage qui flotte dans l'air. C'est pas seulement Pascal qui l'a lancé, quoi. Il y a d'autres couples qui se sont formés. Et donc, voilà, maintenant, c'est pas le printemps, mais pourtant, il y a cette envie de mariage dans toute la maison. Parfois, il peut laisser tomber complètement le thème du mariage, s'il est dans une déception amoureuse en plus, et se consacrer à fond sur la cabane. Parfois, il fait une extension. À l'époque où il s'était proclamé docteur, mais il avait installé son cabinet de docteur à l'avant de la cabane aussi. Et parfois, nous, on allait faire des siestes à l'intérieur de cette pièce-là. Comment le docteur guérissait-il ? Ah, ça va mieux. Mais là, c'était la version rapide. Et toi, tu monterais dans celui à 6 étages ? Oui, Il sauvera l'humanité quand la Terre ne sera plus habitable. oui, c'est bien possible. Quand est-ce qu'on en arrivera là, à ton avis ? On ne sait pas encore exactement, peut-être en 2000. Est-ce que tu as réfléchi à un plan pour sauver les hommes ? Oui, Tu te fais un tableau très positif du futur. Pourquoi veux-tu sauver les hommes ? parce qu'ils sont tous très sympas. Mets-le sur le côté. Oui, comme ça. Tu peux me l'approcher un peu ? Ce serait plus facile pour mon travail. Plusieurs collectionneurs ont déjà manifesté leur intérêt pour l'avion à 6 étages. Tous y tiennent beaucoup, mais l'atelier Goldstein refuse de le laisser partir, car l'œuvre de Hans-Jörg Georgi sera un jour exposée au musée, et si possible dans sa totalité. L'artiste, lui, ne s'en préoccupe guère. Il a encore beaucoup à faire et s'octroie rarement une pause. Je vais mettre un disque. Bon, tu vas sortir, oui.
l'atelier Goldstein abrite encore bien d'autres talents, comme ce dessinateur. Ses sujets de prédilection, ce sont les clochers et les femmes. À l'atelier Goldstein, vous avez des missionnaires, des architectes, des ingénieurs, des dessinateurs obsessionnels qui produisent des milliers de dessins, des gens à la recherche de Dieu ou du sens ou du monde. Mais chacun a une mission qu'il prend très au sérieux. Julia Krause-Harder travaille elle aussi à l'atelier Goldstein. À première vue, ses créations ressemblent à des dinosaures. Mais au fond, elle est surtout obsédée par les courbes. Jusqu'à présent, on a pu mettre en évidence plus de 800 espèces. Mais je m'intéresse surtout aux plus connus. J'ai déjà fait un stégosaure, un tricératops, un tyrannosaure et un diplodocus. Je crois qu'elle cherche une forme particulière. Pas systématiquement, mais à travers des choses très spécifiques. Elle n'explique pas les choses de manière à ce qu'on puisse vraiment comprendre, mais ça tourne autour de la courbe ou d'une certaine ondulation. Et elle poursuit cette quête sans doute depuis qu'elle est toute petite. Pour l'instant, elle se consacre aux dinosaures. Parce que les dinosaures, ils ont souvent le dos rond. Ça fait un peu comme une bosse, mais plus ou moins selon les espèces. Avant ça, elle s'est intéressée à d'autres formes. Elle a eu une période où elle s'est consacrée à la langue arabe. Elle a appris le fonctionnement de l'écriture arabe parce qu'elle comporte aussi des formes arrondies. Par moments, elle s'intéresse aussi à la géographie parce qu'elle est fascinée par l'aspect particulier des contours qu'on trouve sur les cartes. Je crois que Julia a une mémoire phénoménale et qu'elle peut emmagasiner très vite d'énormes quantités d'informations. Ensuite, elle les stocke jusqu'au jour où elle en a besoin. Ça, c'est le ptérosaure sur lequel je travaille en ce moment à l'atelier. C'est un ptérodactyle qui vivait à l'époque du Crétacé inférieur, dans ce qui est aujourd'hui le Brésil. Son bec était garni de dents.
Demain, j'espère que j'arriverai à faire la tête avec les dents. Montre-moi quelle taille aura la tête. C'est sa forme concrète, là? Oui, le bec est là devant. Et là, ce sont les yeux. La tête commence ici. Et ça, ce sont les yeux. Oui. Si le bec est là, c'est la mâchoire supérieure. Et tu fais maintenant la mâchoire inférieure? Oui. Et après, je ferai les dents. J'essaie de les faire les plus ressemblantes possibles pour que ça ait l'air authentique et pas inventé. Avant d'arriver à l'atelier, Julia avait déjà cousu 120 dinosaures en tissu. Mais elle pourrait décliner ce modèle sous n'importe quelle forme. Elle pourrait en tricoter, ou en cuisiner en dessinant un emporte-pièce, ou en découpant un gâteau en forme de dinosaure. Elle maîtrise parfaitement les matériaux. Ok, merci. Pascal, viens, on va aller voir par là. Un peu. Comme ça. Une friperie à Liège. Dans l'arrière-boutique, des sacs entiers remplis de vêtements qui ne peuvent plus être mis en vente. Pour faire le Père Noël, ça? Yeah, elle est belle. Là, regarde ce que tu as mis là. Ça, des choses qu'on prend pas. Oh, même des petites culottes. Pascal est très sélectif. Mais que cherche-t-il donc? Oui, ça dépend un petit peu sur quoi il travaille, quoi. S'il est dans son thème mariage, il va choisir le blanc. Mais enfin, le blanc est présent aussi dans la cabane. Mais une chose qu'il aime beaucoup aussi, c'est le rouge. Mais en fait, il appelle ça jaune. Jaune. Une robe de mariée. Une robe de mariée pour Anne, peut-être? Il faudrait qu'on monte là. Pascal est insatiable, mais il ne pourra rien emporter de plus. Finalement, il déniche encore une robe pour sa bien-aimée, cette femme qui danse si bien, et qui ne lui a encore accordé aucun regard. Viens. Génial ça. Non. Non, mais non. Raté. La robe est déjà vendue. Pascal se console avec autre chose. Il a découvert un nouveau trésor. Et manifestement,
il a de grands projets. Ok. Janvier, le 2, 9, 16, 23, 30. Février, le 6, 13, 20, 27. Mars. Il y a des moments où ça m'obsède un peu trop. George Wilder est omnubilé par les dates et les jours. Des éléments de calendrier qu'il superpose, décale et organise en mystérieux motifs. J'ai essayé de fixer sur le papier les dates telles qu'elles défilent dans ma tête. Elles m'apparaissent souvent comme des séquences qui sont associées à certaines années. Prenons par exemple mars 1916. Je vois le milieu de la semaine, la fin de la semaine, à nouveau le début, etc. Et ça donne le 1er, 8, 15, 22, 29 mars. Je les vois comme des séries. Ici, par exemple, mars, mars, mars. C'est ça que j'essaye de fixer sur le papier. C'est une sorte de satisfaction intérieure. Ou si vous voulez, c'est quelque chose qui est en moi et avec lequel j'ai envie d'entrer en contact. J'ai fini par être submergé par les chiffres et les dates. C'est devenu une obsession au point que j'en perdais le contact avec la réalité. C'est pendant ces années-là qu'il y a eu des périodes où je me retrouvais à vivre dans la rue. Je dormais dans des foyers pour sans-abri. Je me moquais de ce que les autres pensaient de moi. Moi, j'étais très occupé avec ce que je faisais, mes dessins, mes chiffres, mes carnets. Je ne les montrais à personne, je devais même les cacher. Parce que dans les foyers, ils pensaient que j'avais un problème mental quand ils voyaient ce que je faisais. C'était vraiment dur à l'époque. Ça a été une période vraiment très dure pour moi et je n'ai pas envie de revivre ça une nouvelle fois. Alors j'ai pris des mesures. J'ai mis de l'argent de côté pour que ça ne se reproduise plus. C'est la première chose que j'ai faite quand j'ai commencé à vendre mes œuvres. Mettre de l'argent de côté. George Wagner vit retiré dans l'Est des États-Unis. Ce génie des chiffres aime marcher seul dans le silence des Appalaches des journées entières. Quand j'étais petit, je passais pour un enfant prodige. J'étais doué en maths, bien plus que les autres enfants. Et j'avais aussi un don pour le dessin, dans le style classique. Enfant, ça m'a valu beaucoup de louanges. J'ai une mémoire très visuelle. Je peux dessiner de mémoire toutes sortes de choses que je garde dans un coin de ma tête. Je fais plutôt des esquisses. C'est une activité que je pratique pour me détendre.
Dans une maison isolée de Caroline du Nord, où il occupe 2 pièces au premier étage, George Wagner réalise aussi des sculptures. Ses œuvres sont censées divertir, pas les hommes, mais les machines du futur. Car à partir de l'an 2045, il pense que la société sera dirigée par l'intelligence artificielle. Par le biais des ruses et des astuces qu'il a spécialement placées à leur intention, Wagner est également persuadé que ces machines décrypteront ses calendriers. C'est une sorte d'autoportrait, un instantané de ma vie. Il comporte des dates de l'année 2012. Je les passe en revue et je note des événements dont on a parlé dans l'actualité. Là, c'est cette histoire incroyable en Floride où un homme a participé à un concours pour gagner un serpent, un python domestique. Le vainqueur devait être celui qui mangerait le plus de cancrelats vivants. Cet homme en a mangé plus d'une trentaine, mais hélas, il en est mort. Voilà le genre de choses qui m'occupent l'esprit. Et il y a là d'autres nombres qui sont en rapport avec l'année 2012. Je les prépare pour les machines du futur. Elles pourront scanner ces informations et les interpréter. Mais il faut attendre 2045 pour que les machines deviennent suffisamment intelligentes. Wagner aura alors 83 ans et il compte bien rester en bonne forme jusque-là. C'est pour cette raison qu'il dort dans une tente à oxygène alimentée en air raréfié. Ça me permet de garder mon corps plus jeune et de ralentir le processus de vieillissement. Parce que j'aimerais vraiment pouvoir assister à l'avènement des machines du XXIe siècle. Chargé de gros sacs, Pascal Tassini rentre à l'atelier Créam. Commence alors une chorégraphie complexe, motivée par le besoin de ranger et de déplacer des choses. Donc quand elle est arrivée, on se demandait un petit peu ce qu'on allait faire avec lui parce qu'il n'avait manifesté pas d'envie, si ce n'est qu'il avait envie de ranger l'espace, l'atelier tout le temps. Donc les choses n'étaient pas ordonnées comme il l'entendait, donc il rangeait à sa manière, c'était très radical. Tout ce qui ne l'intéressait pas passait à la poubelle et ce qui l'intéressait, il confisquait. Revoilà la fameuse robe de mariée. Il va maintenant falloir la montrer à Anne, la danseuse qui papillonne autour de tous les membres de l'atelier. Il pourrait lui offrir une robe encore bien plus jolie, mais elle persiste à l'ignorer. Et pour finir, elle se décide pour Alain, son rival. Parce qu'elle
ne dit pas grand-chose de ces pièces. Ici, si on lui demande ce que c'est, il va dire c'est une armoire. Effectivement, c'est une armoire au départ qu'il emballe, mais tout le sens qu'il va y donner, ça reste un mystère pour nous. Il met vraiment tout son cœur là-dedans et que ça a l'air d'avoir beaucoup d'importance. Je ne sais pas si ça fait partie de la cabane, si ça fait partie du mobilier d'une habitation imaginaire. Et pour une raison qu'il dissimule, Pascal passe cette fois à la couleur rouge, qu'il a rebaptisée jaune. Pascal, t'as coupé dedans? Oh, je croyais que tu voulais le mettre pour la Noël, pour te déguiser en Père Noël. Là-dedans, ça fera du bien aussi. Tu vois quelque chose de plus original pour la Noël. Les ciseaux sont devenus son outil principal et une paire de ciseaux ne suffit pas, quoi. Il y en a, il y a sa petite boîte ici, où il y en a déjà quelques paires. Et puis alors, encore une petite réserve ici. Donc c'est pareil, dans toute la maison, quand on cherche une paire de ciseaux, on vient trouver Pascal, on lui demande, on l'implore, et il nous fait patienter un petit moment, le temps de chercher dans sa cachette. Il s'apprête à se remettre au travail lorsqu'Alain entre dans l'atelier. Allez. Nous nous rendons maintenant à Asse, en Belgique, pour pénétrer dans l'univers d'Inga Moysen. Un univers inquiétant, peuplé de petites filles. Pour chacune de mes œuvres, je commence toujours par tracer les contours. C'est le moyen que j'utilise d'habitude pour entrer en contact avec le personnage que je vais peindre. Ensuite, je lui demande « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as à me raconter? À quoi tu ressembles ?» Et puis elle me répond « J'ai les cheveux bruns, noirs ou blonds. » C'est à ce moment précis que je comprends qui est mon personnage. Si elle me dit qu'elle est brune, je vais prendre du brun. Inga Moysen est un esprit de l'air. En dehors de ses peintures, elle ne semble avoir besoin d'aucun bien terrestre. Elle se nourrit de son imagination. Tous ses personnages ont des yeux avides, entourés de cernes noires. La création, c'est quelque chose de magique. En fait, c'est comme si on ajoutait un élément au réel. Une réalité qui est propre à chacun. Mais pour atteindre cette vérité intérieure, on va franchir une nouvelle étape et atteindre un processus créatif qui nous permet d'aller au-delà de nous-mêmes. Au fond, cet élément qu'on ajoute à la réalité, c'est un peu de la poussière d'étoile. Le loup
est un motif qui apparaît fréquemment dans son œuvre. Il représente la sexualité masculine. Le loup qui s'immisce dans la chambre d'enfant. Le loup qu'il faut apprivoiser avec un ruban et beaucoup de roses. Un cauchemar qu'elle a personnellement vécu. Voilà comment ça s'est passé. J'ai rencontré un homme encore assez jeune quand j'avais environ 12 ans. Il s'est adressé à moi, disons, de manière assez inoffensive. Petit à petit, et à force de nous voir, nous avons fini par avoir une relation sexuelle. Puis, au moment où j'ai commencé à avoir mes règles, il a voulu mettre un terme à notre relation. Après coup, j'ai compris qu'il ne s'intéressait qu'aux fillettes. Cette œuvre a été pour moi un moyen de traiter la phase dans laquelle la fillette apprend à jouir de sa sexualité, tout en maintenant un contrôle sur le loup. Genieten van haar seksualiteit, de wolf onder controle te houden. La petite fille d'alors est toujours présente en elle. Et l'artiste passe son temps à la représenter, que ce soit à travers le tricot ou la peinture. Et les pâtisseries ont un goût d'interdit. Je peins des pâtisseries parce que je n'en mange jamais. Pour moi, la peinture est aussi un moyen de me régaler de gâteaux. Cette œuvre représente le summum de la jouissance. Ce petit personnage produit des pâtisseries avec son système digestif. Au lieu de faire caca, il fait des gâteaux. Imaginez que nous puissions faire ça, nous aussi. Ce serait le comble de la jouissance que de pouvoir fabriquer des desserts comme ça. Être affamé provoque en nous comme un sentiment de force et de désir. Oui, c'est ça. Un désir de vivre. Qu'elle soit motivée par une quête inassouvie, un besoin d'ordonner les choses ou encore par l'amour, ces œuvres gardent un secret qui restera à jamais impénétrable. Tout ce que nous pouvons entrevoir, c'est que le moindre nœud est rempli d'émotions. Ces œuvres sont nées d'un besoin, d'une nécessité intérieure, en dépit de toutes les contrariétés de la vie. Ainsi se termine une longue journée de labeur. L'heure de faire ses adieux. Mais là encore, interviennent de nombreux rituels. Menina! Belum! Ya, belum!
D'accord. Viens. Bella mère. Quelqu'un à vous?